Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence digitale sur prédire et comprendre le risque d'insuffisance cardiaque après un infarctus. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc le professeur Christophe Bauters, qui est professeur de cardiologie au CHU de Lille, et également le docteur Florence Pinet, directrice de recherche INSERM et responsable de l'équipe déterminant moléculaire du remodelage cardiaque et de l'insuffisance cardiaque ici à l'Institut Pasteur de Lille. Donc, avant de commencer cette conférence, juste pour vous informer, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet discussion et ou questions-réponses, et on s'attachera à répondre au maximum de questions à la fin de cette conférence. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous laisser avec, dans un premier temps, le professeur Christophe Wauters pour le début de cette conférence. Bonjour à tous. On a choisi donc avec Florence de se séparer, de faire la présentation en deux parties. Moi, je vais commencer par vous parler plutôt de la pathologie et finalement de la justification à la recherche sur ce sujet. Donc, cette recherche sur l'insuffisance cardiaque suite à un infarctus, et la question qui est sous-tendue est de savoir s'il est possible d'anticiper le pronostic de ces patients. Alors, quelques images qui vont certainement être parlantes. Ce sont des radiographies, comme on faisait, j'allais dire, il y a bien des années dans l'insuffisance cardiaque. Maintenant, l'échographie a pris le pas, mais on voit très bien sur cette radiographie de thorax un cœur normal à gauche, et donc un patient qui a de l'insuffisance cardiaque à droite. Et vous voyez donc l'hypertrophie, la dilatation des cavités du cœur qui est beaucoup plus gros suite donc aux pathologies qui conduisent à l'insuffisance cardiaque. Alors, cette insuffisance cardiaque, elle est de causes possiblement multiples. Il peut y avoir des maladies du muscle cardiaque en lui-même qui vont causer une fatigabilité et donc de l'insuffisance cardiaque. Les valves cardiaques, qui sont les petites communications entre les diverses cavités, peuvent être malades, et donc ça aussi, ça entraîne de l'insuffisance cardiaque. Mais encore actuellement, la plus grande cause d'insuffisance cardiaque, ce sont les maladies des artères du cœur. Et ces maladies, elles entraînent ce qu'on appelle donc des infarctus, ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Alors, sur ce schéma, vous reconnaissez un cœur humain, et en rouge, donc vous avez le gros vaisseau là qui est au centre de votre écran, c'est l'aorte. Et vous voyez au tout départ de l'aorte, à la sortie du cœur, il y a des petites artères qui naissent, une à droite, une à gauche. Ce sont ce qu'on appelle les artères coronaires. Et ces artères coronaires, lorsqu'elles sont malades, eh bien, elles peuvent entraîner des dysfonctions, et en particulier des infarctus du cœur, du myocarde, lorsque ces artères vont être amenées à se boucher. Alors, boucher par quoi? Justement, c'est vraiment la pathologie, j'allais dire, du siècle. C'est encore la première cause de mortalité dans certains pays, plus ou moins à égalité avec les cancers. Donc, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce nom. Vous avez ici la coupe d'une artère. Et vous voyez que sur la partie gauche de la diapositive, ici, là où est marqué athérosclérose, il y a un dépôt de tissu qui est très important, ce qui fait que d'ailleurs la partie disponible pour le sang, la lumière du vaisseau qui est ici à droite, est sensiblement rétrécie déjà. Et donc ce dépôt qu'on appelle l'athérosclérose, c'est vraiment le point de départ au rétrécissement et aux occlusions des artères, et en particulier des artères coronaires autour du cœur. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais toujours quand même intéressant, je pense, de savoir que cette athérosclérose, elle a des causes. Beaucoup sont identifiées. Il y a des causes extrêmement reconnues, les plus importantes en responsabilité: le tabac, vous savez ça,
cholestérolémie, l'élévation du mauvais cholestérol, l'hypertension artérielle, mais aussi, et certainement c'est de plus en plus important actuellement, tout ce qui tourne autour du diabète, de l'obésité, la sédentarité, le manque d'activité, etc. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque et quand on cumule beaucoup de ces facteurs de risque, eh bien, on a plus de risques de voir se développer ces plaques d'athérosclérose dans les artères et en particulier dans les artères coronaires. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on est médecin et qu'on soigne les patients qui ont ce type de pathologie? Eh bien, vous avez ici une image de coronarographie. La coronarographie, c'est une radiographie que l'on fait des artères coronaires chez un patient. Donc, c'est un examen relativement courant à l'hôpital pour les personnes qui ont ce type de pathologie. Donc, ce qu'on voit en noir, en fait, c'est l'intérieur des petites artères qui sont autour du cœur. Ce sont des artères qui sont pas grosses, hein. Le diamètre de ces vaisseaux, là où c'est normal, par exemple ici, à cet endroit, c'est probablement 3 mm. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que sont des petites artères, mais qui sont fondamentales pour l'irrigation du cœur. Et ce qu'on voit tout de suite, ce qu'on cherche à vous montrer sur cette image, donc c'est qu'ici, là où il y a une flèche et où il est marqué sténose coronaire, vous avez un rétrécissement qui est déjà très significatif de cette artère qui est l'artère devant le cœur et qui est l'artère qu'on appelle interventriculaire antérieure. Donc à ce stade, ce type de rétrécissement, il va avoir déjà de l'impact, mais il ne va pas avoir d'impact forcément au repos. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas d'exercice physique peut très bien avoir un rétrécissement de cette sévérité sans être gêné et sans que personne ne s'en rende compte, en fait. Mais dès lors qu'il va y avoir une activité d'effort, marche rapide, montée d'escalier, un peu de sport, eh bien, ce type de rétrécissement ne va pas être compatible avec le fonctionnement du cœur au maximum de l'effort. Et c'est ce qu'on appelle donc l'angine de poitrine qui va se développer, c'est-à-dire une douleur dans la poitrine qui va survenir spécifiquement lorsque les personnes qui ont ce type de rétrécissement vont faire de l'activité physique. La douleur va exister parce qu'il va manquer d'oxygène, manquer de sang en distalité de l'artère, mais cette douleur va disparaître lorsque le cœur va de nouveau se ralentir, lorsque l'effort va diminuer et lorsque les besoins en oxygène du cœur vont être amenés à se normaliser. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une symptomatologie transitoire, uniquement lorsque l'on force un peu sur le plan physique. Si, c'est ce qui est marqué sur cette diapositive, si l'athérosclérose restait pour toute la vie à ce stade, avec des rétrécissements sur les vaisseaux, il s'agirait en fait d'une maladie relativement bénigne, puisque l'angine de poitrine, c'est un symptôme, mais sans qu'il y ait à ce stade encore de conséquences réellement dramatiques. Alors le problème, il est là, c'est que ces plaques d'athérosclérose, qu'elles soient importantes ou même simplement encore modérées, eh bien, elles exposent à un risque de complications brutales, de complications aiguës. C'est ce qu'on appelle la rupture de la plaque d'athérosclérose. Vous avez ici un exemple d'une artère avec ici donc la plaque d'athérome qui existait auparavant. Vous aviez ici une partie très fine qui était la partie qui est la chape fibreuse qui isolait la plaque d'athérome de la lumière. Et puis on voit bien cette partie ici s'est cassée. Il y a eu mise en circulation, en communication du sang avec l'intérieur de la plaque et on a apparition d'un phénomène de thrombose. Donc c'est réellement une coagulation qui se passe à l'intérieur de l'artère coronaire. Et donc cette coagulation, elle a tendance à être rapidement importante. Elle va progresser et elle peut entraîner même et c'est la gravité de la pathologie, une occlusion complète, comme ici, de l'artère coronaire. Vous avez ici une artère coronaire qui était bien ouverte et qui a été totalement bouchée par une thrombose complète de l'artère coronaire qui s'est produit à ce niveau. Et donc ça, c'est le point de départ de ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Infarctus, c'est le nom le plus
le plus retenu habituellement, ce dont on parle. Donc, c'est cette occlusion complète d'une artère coronaire. Quand on regarde toujours sur le plan des examens médicaux ce que ça donne, eh bien, vous avez toujours une coronarographie. Cette fois-ci, c'est une coronarographie qui a été réalisée en urgence lors d'un infarctus du myocarde, un patient qui a été hospitalisé dans l'heure ou les 2 heures qui suivent le début de la douleur. Tout de suite, la coronarographie a été réalisée pour voir ce qui se passait, et puis vous verrez après pour tenter de traiter ce problème. Et c'est la même, comment vous expliquer, la même image que sur les diapositives précédentes. Je vais revenir en arrière très rapidement, mais c'est à peu près ce type d'image. Et vous voyez qu'ici, on avait un rétrécissement, mais l'artère passait tout à fait bien derrière. Et là, toujours dans la même projection, eh bien, vous avez une occlusion complète de l'artère qui est totalement bouchée à ce stade. C'est la thrombose complète de l'artère coronaire. C'est un phénomène qui est relativement fréquent. Les infarctus sont encore très, très fréquents actuellement. Et dans cette situation-là, c'est différent du rétrécissement, même serré, puisque dans ce cas-là, le passage du sang est impossible, même au repos. Et donc, il y a une nécrose, c'est-à-dire plus simplement peut-être la mort du muscle cardiaque en distalité de cette artère. C'est ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. C'est une question de minutes. En 15 minutes, la nécrose commence et elle va s'étendre et être maximale au bout de quelques heures. Donc, réellement, c'est une extrême urgence à prendre en charge. Qu'est-ce que ça va donner donc sur ce petit schéma du cœur? Eh bien, l'artère qui est ici, donc elle va se boucher complètement, et tout ce qui est derrière l'artère, c'est la partie qui est un peu rouge, rosée ici derrière, eh bien, va se nécroser. Donc, les capacités le muscle va disparaître en fait et va être remplacé par une zone de cicatrice fibreuse, ce qui va permettre au cœur de garder son intégrité. Mais la capacité de contraction du cœur va être disparue dans la zone qui va avoir été le siège de cet infarctus. Donc ici, dans ce cœur, eh bien, toute cette partie, sur la partie devant et à la pointe du cœur, ne va plus se contracter, et ça va entraîner donc une perte des capacités de fonctionnement du cœur suite à cette thrombose ici de cette artère coronaire. Alors, le traitement, puisqu'il faut en dire un mot, et puis je pense que ça influence quand même beaucoup la compréhension de la pathologie qui est derrière et donc ces complications possibles. Le traitement actuel de l'infarctus, c'est en grande urgence de rapprocher le patient par le SAMU donc, de services spécialisés. Il y en a à plusieurs endroits dans la région du Nord-Pas-de-Calais, à plusieurs endroits à Lille aussi. Et donc de réaliser ce qu'on appelle une angioplastie, donc de déboucher en fait l'artère coronaire avec un petit ballonnet, avec la pose de ce qu'on appelle un stent, qui est cette sorte de petit ressort qui est posé à l'intérieur de l'artère coronaire par donc la même voie que pour réaliser une coronarographie, et qui va permettre de réouvrir l'artère. Je pense que j'ai une image de ça juste derrière, oui. Donc ici, vous avez à gauche, en fait, c'est le patient qui arrive sur table de coronarographie avec son infarctus devant le cœur, infarctus antérieur. Toute cette zone ici est bouchée, c'est bouché à cet endroit-là. Et toute l'artère qui est derrière, eh bien, n'a plus de sang. Et donc, toute la partie devant le cœur est en train de se nécroser. Ce qui est fait par le médecin le plus rapidement possible, c'est de passer un petit fil dans cette occlusion, puis un ballonnet avec un stent. Et vous voyez qu'en l'occurrence ici, c'est ce qui a été fait. Et en quelques minutes, on voit que l'artère est réouverte et que le sang repasse en distalité. À partir du moment où vous faites ceci, ça permet à l'infarctus de cesser d'évoluer. Donc, comme il y a déjà eu un certain délai pour faire ce traitement, on n'évite pas les infarctus, mais on en limite grandement la taille. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au plus vite l'artère est ouverte, au moins la taille de l'infarctus sera importante. Et donc, ça va avoir des conséquences tout à fait considérables sur
sur l'avenir, sur les années qui vont exister donc après la guérison de l'infarctus. Si l'infarctus est limité en taille, eh bien, on a beaucoup moins de conséquences. Et en particulier, beaucoup moins, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, beaucoup moins de conséquences à type d'insuffisance cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc actuellement de l'infarctus et de l'insuffisance cardiaque? Donc, je vous le disais avant, l'infarctus demeure fréquent. Donc, pour fixer un ordre d'idée, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui présentent ce type de pathologie donc en France chaque année. Les traitements, ce n'est pas le sujet du jour, mais on pourrait éventuellement en parler lors des questions, ont fait de gros progrès. Et donc maintenant, quand on est hospitalisé rapidement, la mortalité hospitalière est relativement limitée. Ce n'était pas du tout le cas il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, c'est une pathologie qui est mieux maîtrisée. Néanmoins, même si on traite les gens beaucoup mieux, les patients sortent de l'hôpital avec des séquelles, c'est-à-dire la zone de muscle qui s'est nécrosée, qui n'a plus de fonction, qui sont variables. Et ces séquelles sont variables en fonction de la taille de l'infarctus. Il y a une certaine hétérogénéité dans cette taille d'infarctus. Vous avez des patients qui vont avoir des infarctus avec des séquelles très minimes, qui n'auront jamais de problème d'insuffisance cardiaque, et d'autres avec des séquelles plus importantes, et qui sont les patients à risque de faire de l'insuffisance cardiaque. Alors, cette insuffisance cardiaque post-infarctus, dont on va parler en matière de pronostic, elle concerne surtout les patients qui ont fait des infarctus de taille importante. Et la physiopathologie, elle est liée à ce qu'on appelle le remodelage du cœur, le remodelage cardiaque. C'est une dilatation progressive du cœur qui va amener donc progressivement à une baisse de fonction cardiaque. C'est une complication qui en elle-même est grave et qui nécessite des prises en charge qui sont lourdes, une surveillance régulière. Dans certains cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à la greffe de cœur si le dysfonctionnement cardiaque est réellement très, très significatif. Donc, il faut tout faire pour limiter cette évolution de l'infarctus vers l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est une diapositive donc, qui vous illustre un peu la physiopathologie de ce qu'on appelle le remodelage du cœur, le remodelage cardiaque. Cette dilatation à gauche, le premier schéma qui est tout à gauche, c'est en fait en rouge la zone d'infarctus. Vous voyez qu'il y a quand même une zone sur la pointe du cœur assez importante qui a souffert de l'infarctus. Et puis en quelques jours, quelques mois, vous voyez que cette zone cardiaque qui ne se contracte pas va entraîner un remodelage. Au départ, c'est de la compensation, puis après, c'est plutôt délétère. Le cœur va avoir tendance à se dilater si la zone d'infarctus séquellaire est trop importante. Et donc ça va entraîner un cœur qui va devenir gros. Souvenez-vous de la radiographie que je vous ai montrée au tout début de la présentation avec un gros cœur sur la radiographie de droite. Eh bien, ça correspond donc à ce type de remodelage cardiaque que vous voyez sur la partie droite de cette diapositive. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, bien, on a des bons traitements pour l'infarctus, mais on reste encore en difficulté pour prédire l'évolution des personnes qui sortent de l'hôpital avec des infarctus qui ont été quand même déjà de taille significative. On a du mal, ça veut dire qu'on a du mal à anticiper une évolution favorable ou défavorable. On manque de marqueurs permettant de détecter les patients à risque. Et c'est d'autant plus souhaitable d'avoir ce type de marqueur que si on détecte ces patients rapidement, on peut les traiter et limiter le risque évolutif. Donc, dans notre équipe, avec Florence, donc, un des objectifs est justement de trouver des biomarqueurs dans le sang qui permettent, après un infarctus, de prédire l'évolution des patients vers l'insuffisance cardiaque, dans l'idée de mieux les surveiller, de mieux les prendre en charge.
Et donc l'hypothèse, et je pense que ce sera ma dernière diapositive pour cette introduction sur la pathologie et sur les objectifs des recherches. Donc l'hypothèse de recherche, c'est qu'après un infarctus, on puisse, en faisant des analyses biologiques sur l'échantillon sanguin, vous allez comprendre, ce sont des analyses très très sophistiquées qui sont réalisées avec beaucoup de marqueurs simultanément, et bien qu'en ayant certaines signatures correspondant à certains de ces biomarqueurs, assez tôt après l'infarctus, dans les jours, dans les semaines qui suivent, on soit capable de prédire avec une assez bonne capacité donc les patients qui vont ou qui ne vont pas faire d'insuffisance cardiaque. Et si l'on arrive à obtenir à avoir cette capacité, eh bien, on sera mieux à même d'introduire des traitements précocement pour les patients qui sont à haut risque évolutif et donc de limiter ce risque d'insuffisance cardiaque qui, lorsqu'il est déclaré, évidemment, il est encore accessible à beaucoup de thérapeutiques, mais il serait quand même mieux d'éviter ou de limiter le risque évolutif avant l'apparition de l'insuffisance cardiaque. Voici un petit peu pour le rationnel médical, donc aux recherches qui sont faites dans l'équipe de Florence, qui va maintenant vous montrer ce qui est fait dans l'équipe. Je te laisse la parole, Florence. Merci. Donc, il faut que tu arrêtes ton partage d'écran. Donc, vous voyez bien? C'est bien. Ok, j'essaie de le mettre quand même en diaporama. Si, il est peut-être en diaporama là? Non. Tu as un diaporama au-dessus, là, sur ta ligne bleue. Donc, tout en bas à droite, Florence aussi, tout à droite, avant le 91%. Ah oui, voilà. Voilà. C'est bon? Vous voyez correctement les diapositives? Non, on n'a pas de diapo pour l'instant. Ah, donc, il s'est mis en pause. Pourquoi le... Et là? Mais non, il est en pause, mon... On a comme une diapo, mais elle est toute grise. Ouais, alors attends, j'essaie d'arrêter le partage d'écran là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais peut-être les laisser comme ça parce que j'ai l'impression que ça pose un problème. Est-ce qu'on les voit bien, les diapos? Oui, c'est pas très grand, mais on voit. Alors, je vais zoomer un petit peu plus. Parce que moi, c'est complètement grand et j'ai l'impression... Alors, je vais essayer de refaire un nouveau partage pour voir si... Je vais faire autrement. Je vais mettre déjà... Est-ce que je vais la mettre? Si je mets en... Quand je le mets en fait en diaporama, je ne sais pas pourquoi il me met que mon partage d'écran est en pause. Oui, là, on ne voit plus. Oui, c'est ça. Donc, je fais échappe. Non, ce n'est pas ça que je veux. Bon, je vais revenir. On va refaire. Est-ce que vous voyez les diapos? Ou c'est petit? On voit, hein. Et si tu fais au-dessus, là, ta diaporama juste au-dessus, sur la ligne du dessus, là, tu vois Ouais, je vais essayer par là. Non, ça met en pause. Ça met en pause. Ouais, c'est pareil. Bon, peut-être que tu peux faire avec ta diapo comme avant. Je pense Je vais le faire comme ça. Voilà. On voit quand même. Ouais, Hein. voilà. Bon. Désolée pour ce petit couac technique qui arrive de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la version du logiciel. Donc, moi, je vais continuer sur la partie qui se fait au laboratoire. Alors, vous voyez que sur cette diapositive,
il y a plein de logos en haut qui sont en fait les différentes tutelles que nous avons au laboratoire avec Christophe, qui sont l'INSERM, le CHU de Lille, l'Université de Lille. En plus, il y a eu la création du l'UFR de Santé 3S et l'Institut Pasteur de Lille. Et vous avez en bas, en fait, tous les organismes qui nous aident à faire de la recherche en nous donnant des financements. Donc, vous avez la Fédération française de cardiologie, vous avez l'ANR, les programmes d'investissement avec le RHU. Donc, tous ces financeurs vont nous aider à pouvoir faire de la recherche. Et comme vous l'a expliqué Christophe Botters, on a chacun des facteurs de risque. On ne va pas être égaux devant ces facteurs de risque, mais les causes d'avoir un infarctus, comme il vous l'a montré avec ces rétrécissements au niveau de l'artère, ça peut venir de la nourriture, une consommation trop importante d'alcool, de sucre, du sel. Alors, c'est vrai que dans la région, on aime bien manger des frites, mais il faut en manger en pas trop grande quantité, peut-être pas tous les jours, parce qu'en fonction des prédispositions, ça peut conduire aux maladies cardiovasculaires. Le tabac. Donc, alors, je vous ai représenté les 3 types de tabac parce qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les cigarettes, le cigare ou la pipe. Et puis, parmi ces facteurs de risque, il y a bien sûr l'obésité. Alors, pour rechercher justement le comportement, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un cœur, et donc le comportement anormal des molécules du cœur, on va essayer de les analyser. Alors, l'idéal, ce serait de pouvoir les analyser dans un cœur malade ou normal ou malade d'un patient, en sachant qu'on ne va pas faire de biopsie cardiaque juste pour ça. Et notre hypothèse est qu'à partir d'un prélèvement de sang du patient, on pourrait retrouver les molécules qui expliquent le comportement anormal du cœur, c'est-à-dire ce que vous a présenté Christophe Botters, les rétrécissements au niveau des artères qui vont conduire à un infarctus. Alors, l'équipe de recherche donc, fait ce que l'on appelle de la recherche translationnelle, donc pour découvrir ces biomarqueurs circulants de l'insuffisance cardiaque, donc à partir d'un prélèvement de sang. Et pour les découvrir, donc on va utiliser des cohortes de patients qui ont été caractérisés, donc des patients où tous les petits carrés rouges au niveau du département de la région Nord-Pas-de-Calais représentent tous les hôpitaux qui ont participé à recruter des patients qui avaient fait un premier infarctus à l'hôpital, qui avaient accepté de rentrer dans l'étude et d'avoir un prélèvement de plasma, enfin de sang. Et on a ensuite analysé ce plasma avec différentes approches, dont je vais vous expliquer un petit peu. Donc l'analyse les protéines qui dans le sang avaient un comportement anormal, c'est-à-dire une concentration différente par rapport à des patients qui n'avaient pas de problème cardiaque. Et puis, à côté de ça, dans l'équipe, on essaye de comprendre ces molécules qui vont être différentes avec différents types de modèles expérimentaux, principalement des cultures cellulaires, et où on essaye de comprendre pourquoi ces protéines vont avoir un comportement anormal. Alors, comme vous l'a dit Christophe, suite à un infarctus, qu'à l'hôpital, on s'est parfaitement traité, comme il vous l'a dit en 2022. Mais ce qui nous semble intéressant et qui est important pour les patients, c'est de pouvoir prévenir les conséquences délétères d'un infarctus, donc telles que le remodelage ventriculaire gauche que vous avez expliqué par un schéma Christophe Botters, ou le développement de l'insuffisance cardiaque. Et donc, pour prévenir ces conséquences, nous avons décidé de rechercher des biomarqueurs précoces lors de la prise de sang, donc pour lequel ensuite on isole le plasma, qui est prélevé durant l'hospitalisation du patient. Pourquoi? Alors, quel est le but de faire ça? On sait que lorsque l'on est hospitalisé, on a des prises de sang, on a des marqueurs classiques qui sont dosés,
à l'hôpital, où on va vous dire, on va regarder la concentration de troponine T, qui est un marqueur d'infarctus, la concentration de BNP, qui est un marqueur d'insuffisance cardiaque, ou d'autres molécules telles que la CRP, qui est un marqueur d'inflammation. Et ce que l'on sait, et pour Christophe Botter, c'est qu'un biomarqueur seul ne va pas être suffisant pour prédire ce risque d'évolution délétère chez un patient qui a eu un infarctus et une prise en charge qui lui a permis d'avoir une vascularisation de ses artères. Donc, on voulait tester plusieurs biomarqueurs dans des populations. Donc, on va revenir sur ces populations qui ont recruté des patients sous la coordination du professeur Christophe Botter, qui sont les études qu'on appelle REV et REV2. Et de temps en temps, vous verrez que l'étude REV, je l'appellerai REV1. Donc, en fait, ce qu'il nous fallait, c'était savoir identifier les biomarqueurs qui seraient les plus pertinents et savoir comment on allait identifier l'association la plus pertinente entre plusieurs biomarqueurs. Donc là, vous avez un résumé des études, donc REV et REV2, qui sont des études qui ont recruté des patients. Donc vous le voyez, donc vous avez un schéma qui est tout à fait identique. Donc des patients qui avaient eu un premier infarctus, un infarctus massif. Donc, il y avait, ici, vous aviez le CG, donc qui ont été hospitalisés dans un des différents CHU pour lequel je vous ai montré un petit carré rouge. Et chez ces patients, il y avait eu un prélèvement de sang pour la recherche au moment de l'hospitalisation. Et les patients qui acceptaient de rentrer dans l'étude avaient bien sûr, au moment de l'hospitalisation, une échographie qui permettait de regarder la structure du cœur, donc de voir s'il y avait une dilatation du ventricule gauche, et il y avait un suivi échocardiographique. Donc, on demandait aux patients de revenir à l'hôpital à 3 mois et 1 an après l'infarctus pour regarder la structure du cœur et voir s'il y avait une évolution du ventricule gauche, notamment une dilatation. Donc ça, c'est la première étude qu'on appelle REV, qui avait recruté les patients entre 2003 et 2004. Et on a fait une deuxième étude, donc pour la différencier de REV, on l'a appelée REV2, qui a recruté 226 patients, donc avec les mêmes critères au départ, donc un infarctus inaugural massif, pour lequel il y avait un prélèvement de sang au moment de l'hospitalisation avec une échographie. Et pour cette étude, on a récupéré d'autres prélèvements à 1 mois, 3 mois et 1 an, et pour 3 mois et 1 an en même temps que l'échographie, pour pouvoir mieux comprendre cette pathologie. Et on a décidé, sur chaque prélèvement, de doser, vous allez le voir en simultané, plus de 5200 protéines dans chaque échantillon, ce qui était énorme. Et donc, ce qui nous a conduit à récupérer énormément de données, puisque vous voyez que pour l'étude REV, on a eu plus d'1 million de données. Donc, vous imaginez, si vous utilisez Excel, le nombre de lignes que vous pouvez avoir sur votre fichier avec toutes les données pour chacun des patients qui ont été inclus. Donc, pour vous dire, c'est que vous voyez bien l'évolution de la quantité des protéines. Donc, quand vous êtes à l'hôpital, on va vous doser entre 1 et 3 protéines. Et puis, vous voyez qu'actuellement, on est même en 2021, on est arrivé à doser entre 5000 et 7000 protéines. C'est ce qu'on appelle les techniques à haut débit et dans notre cas, d'avoir effectué un criblage protéomique à haut débit pour rechercher des biomarqueurs. Donc, on a utilisé une technique originale qui n'existe pas en France, qui s'appelle SomaScan, alors avec un nom un petit peu barbare, qui sont donc ce qu'on appelle des aptamères modifiés, qui en fait sont, vous voyez, ces petites molécules-là, qui sont représentées en vert et violet, qui sont des séquences d'ADN
qui sont capables de reconnaître une protéine. Et la protéine est représentée en gris. Et vous voyez que l'on est capable d'avoir différents types d'aptamères qui pourront reconnaître la protéine dans différents endroits de la protéine. Donc là, vous voyez, on a 2 aptamères pour le facteur de croissance. Là, vous avez 2 autres. Et donc, ces aptamères, en fait, sont des réactifs qui vont reconnaître spécifiquement la protéine. Donc, vous voyez, par exemple, on va dire ici, soit sur son côté gauche, soit sur son côté droit. Ils vont être donc spécifiques de la protéine. Ils sont très affins. Et donc, c'est ce type d'approche qui a été utilisé pour quantifier plus de 5000 protéines. Donc, vous voyez, il y a un robot. Ce n'est pas quelque chose qui se fait manuellement. Donc, une fois qu'on envoie les échantillons, on a différentes approches qui ont été mises au point. Et puis, à la fin, on a un lecteur qui va nous donner les données. Donc, on ne va pas rentrer dans la technologie de cette technique. Donc, la seule chose, comme je vous le disais, on peut mesurer, donc, et nous, dans notre cas, on a mesuré plus de 5000 protéines dans chaque prélèvement obtenu auprès des patients. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup d'échantillons, puisque c'est une technologie qui utilise, vous voyez, 65 microlitres. Donc, 65 microlitres, c'est très petit comme quantité, par rapport même à 1 millilitre, puisqu'en général, quand vous allez avoir une prise de sang, vous savez, le tube, il fait à peu près 5 ml. Donc, vous voyez bien qu'on est 100 fois, on a besoin de 100 fois moins d'échantillons pour faire cette technologie. Alors, on a une très large gamme qui permet de détecter et les protéines qui sont en faible concentration et les protéines en forte concentration. C'est très sensible et c'est surtout qu'avec les robots, ça permet de quantifier, vous voyez, plus de 100 échantillons, ce qui fait que pour les 2 études que l'on a données, on a eu assez rapidement les échantillons. En fait, le plus compliqué était de faire que nos collections biologiques, donc les études REV et REV2, qui étaient des patients qui avaient été hospitalisés dans les différents hôpitaux de la région Nord-Pas-de-Calais, étaient des patients français, qu'on a dû demander les autorisations au ministère, puisqu'il fallait envoyer les échantillons aux États-Unis, puisque les robots et la technologie pour quantifier 5200 protéines dans chaque échantillon n'étaient qu'aux États-Unis. Donc, en fait, on a passé plus de temps à obtenir toutes les autorisations pour exporter les éléments d'origine humaine, ce qui est normal. On doit suivre la réglementation, mais ça nous a pris beaucoup plus de temps que le temps de dosage des échantillons. Alors, quand vous utilisez ces techniques que l'on appelle à haut débit, on peut toujours se poser la question de est-ce que tous les dosages sont reproductibles? Et donc là, vous avez une représentation. Alors, on peut se demander ce que c'est, mais en fait, vous voyez tous les échantillons qui ont été déposés. Donc, en fait, chaque colonne, en fait, représente un échantillon provenant d'un patient. Vous avez des couleurs bleu foncé et verte qui représentent chaque plaque sur lesquelles il y avait les échantillons. Et en fait, on avait mis les échantillons de manière complètement aléatoire sur les plaques pour éviter justement les biais où vous mettrez tous les échantillons du même patient sur la même plaque. Et donc, vous voyez que donc, là, vous avez la représentation, l'expression des protéines, donc des 5200 protéines pour les 1100 échantillons. Et vous voyez qu'on n'a pas vraiment beaucoup de variabilité, donc ce qui montrait qu'on avait une qualité des dosages qui avaient été effectués. Et c'est des choses qui sont très importantes, c'est de vérifier qu'on n'a pas de biais dans la manière dont on va effectuer ces dosages, puisque c'est des dosages qui sont faits, comme je vous le disais, à haut débit. La deuxième chose, quand on fait une prise de sang, il peut arriver qu'il y ait une hémolyse. Donc, en fait, vous voyez, après le plasma, quand on centrifuge, normalement, on a une couleur claire, mais ça peut devenir rouge. Et donc, on a vérifié aussi qu'il n'y avait pas un biais dû à l'hémolyse de certains des échantillons. Alors là, c'était sur une autre étude, mais on avait vérifié qu'en fait, on regarde 2 protéines, l'aptoglobine et l'hémoglobine,
Et en fait, il faut avoir un taux élevé d'aptoglobine et un taux faible d'hémoglobine qui assure la qualité des échantillons, c'est-à-dire pas d'hémolyse. Et donc là, vous voyez, on avait 3 échantillons qui avaient été exclus, mais pour les études REV et REV2, les échantillons ont été récupérés de manière très correcte et fiable, et on n'a pas eu de problème d'hémolyse. Alors, par contre, ce qui nous semblait important, donc classiquement à l'hôpital, on va vous donner, comme je vous l'ai dit, différents marqueurs qu'on appelle classiques, conventionnels, pour lesquels il y a des automates, tels que le BNP. Et le BNP pouvait être mesuré par la technologie à haut débit, et il nous semblait important de vérifier qu'il y avait une corrélation entre le taux de BNP qui était mesuré à l'hôpital, donc en clinique, et le taux de BNP qui était mesuré par la technologie, et donc les sommamères, aux États-Unis. Et vous voyez qu'on a eu une très bonne corrélation. On l'a vérifié dans plein d'échantillons, et donc on était sûr des données puisqu'on avait validé qu'un dosage qui est fait en routine à l'hôpital, on retrouvait les mêmes évolutions par le BNP qui était mesuré par cette technologie qui utilise des aptamères. Donc là, c'est un petit schéma qui est un petit peu compliqué. Je suis désolée, il est en anglais, je ne l'ai pas traduit en français, qui a été de réfléchir comment on allait analyser toutes ces données. Alors, le principe, c'est de se dire qu'on a une étude. Donc, par exemple, dans notre cas, alors, il y a écrit REV1, mais donc c'est l'étude REV. Donc, ces patients qui avaient eu un infarctus, qui sera ce qu'on appelle, alors en anglais, on appelle ça la cohorte de dérivation, mais on peut l'appeler la cohorte de découverte, qui va nous permettre de mettre au point la stratégie d'analyse des données que l'on a obtenues. Et ensuite, l'approche que l'on a utilisée, on va voir si elle est reproductible et peut être utilisée pour une autre cohorte. Et nous, comme on avait REV2, on a utilisé la cohorte REV2 comme cohorte de validation. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'abord analysé toutes les données qui concernent la première étude. Donc, vous voyez qu'on avait dosé 5284 protéines. Alors, on n'en a analysé que 4668 dans chacun des échantillons parce qu'on a eu un retour des États-Unis et ils nous ont dit que pour les protéines, donc vous voyez à peu près 600 protéines, ils n'étaient pas sûrs de quelles protéines étaient reconnues par l'aptamère. Donc, ils ont préféré qu'on n'utilise pas les données, donc on les a retirées. Et puis ensuite, on a fait des analyses statistiques. Donc, on fait une standardisation des données pour essayer de réduire cet entonnoir, parce que comme on avait 4668 protéines, on voyait bien que ce n'était pas quelque chose qui serait possible d'utiliser à l'hôpital, et on voulait savoir s'il y avait un nombre plus restreint de protéines qui nous permettrait donc de faire cette prédiction d'évolution délétère des patients. Donc, en utilisant ces analyses statistiques, on était arrivé à 50 protéines qui étaient associées. En fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas utiliser toutes les protéines, donc on a fait une analyse statistique qui nous permettait d'associer le taux d'expression de la protéine dans le plasma au fait de développer une insuffisance cardiaque et d'être hospitalisé pour cette insuffisance cardiaque, donc en utilisant des facteurs de correction, les corrections de Bonferroni. On a ensuite, mais 50 protéines, c'était encore beaucoup, et on voulait savoir si on avait moyen de faire ce qu'on appelle alors du clustering. Alors, je ne sais pas trouver le mot en français, qui permettait de regrouper l'expression de ces 50 protéines et de faire un groupe de patients qui ne seraient pas à risque de développer une insuffisance cardiaque par rapport au groupe qui développerait une insuffisance cardiaque. Et cette approche que l'on a développée sur REV1, on a regardé si on pouvait valider les résultats dans REV2. Donc là, c'est juste pour vous montrer, alors on ne va pas rentrer dans les détails, donc vous voyez le début des 50 protéines qui sont associées à l'incidence d'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez, en fait, vous avez la valeur de P, parce qu'il faut voir si la valeur, enfin,
ça va être une valeur qui va être statistiquement significative, et puis son niveau d'expression entre un patient qui va développer une insuffisance cardiaque et un patient qui n'aura pas d'évolution délétère. Donc ça, c'était la liste des protéines. Donc vous voyez bien que c'est un peu compliqué à utiliser comme ça. On a regardé s'il n'y avait pas de corrélation, c'est-à-dire que même si on ne pouvait pas réduire encore le nombre de protéines, donc on a vu qu'on avait très peu de corrélation entre les protéines, c'est-à-dire qu'une protéine allait donner la même information qu'une autre protéine, et dans ce cas-là, c'est de se dire on va en garder qu'une. Au lieu d'en doser deux, on va en doser qu'une. Mais vous voyez que j'ai mis des petits carrés rouges. En fait, il y a eu très peu de protéines qui avaient une corrélation très importante. Et ensuite, on a fait, alors, nous, on appelle ça des heatmaps. Alors, je ne sais pas le mot français, je voulais chercher s'il y avait vraiment un français, parce que si on traduit l'anglais en français, ça veut dire carte de chaleur. Alors, vous voyez bien que vous avez une représentation, vous avez du rouge et du bleu. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque colonne, comme ça, représente une protéine. Donc ici, vous avez 50 protéines et chaque ligne représente un patient. Donc en fait, en utilisant les données statistiques, en faisant du clustering, on a réussi à faire, comme je vous le disais, deux groupes de patients. Le groupe 1, qui sont les patients en nombre le plus élevé, qui ne sont pas à risque de développer une insuffisance cardiaque après un infarctus, et le groupe 2, qui sont les patients à risque de développer une insuffisance cardiaque. Et vous voyez que vous avez tout ce groupe de protéines qui a une expression plus élevée chez les patients qui ne sont pas à risque par rapport aux patients qui sont à risque, puisqu'en fait, quand c'est bleu, ça veut dire que vous avez une expression plus faible, et quand c'est rouge, vous avez une expression plus forte. Alors, vous voyez bien, ce n'est pas parfait, mais il y a quand même une grosse tendance. Et donc, vous voyez bien les deux groupes de protéines avec des profils d'expression de ces 50 protéines qui sont très différents. Donc, ça avait été fait sur l'étude REV1, qui est l'étude de découverte. Et vous voyez qu'on a validé les résultats dans REV2. Alors, vous voyez bien que la proportion des patients est différente, puisqu'on en a moins dans le groupe à risque de donc développer une insuffisance cardiaque, mais qui peut s'expliquer aussi par le fait que l'étude REV1 a recruté les patients en 2003-2004, alors que l'étude REV2 a recruté les patients en 2006-2008, c'est-à-dire que notre suivi sur 10 ans et à 10 ans pour REV1 et n'est qu'à 7 ans pour REV2. Donc, on a eu moins d'événements dans l'étude REV2, donc, qui peut donc expliquer que le groupe à risque est un petit peu plus petit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi, on regarde les courbes d'incidence entre les deux groupes, et donc vous voyez bien qu'en fonction de l'évolution après l'infarctus, donc là vous voyez, là c'est 12 ans, donc vous voyez bien que le groupe 2, le groupe est donc le groupe qui a la plus forte incidence. Donc, on a bien de développer une insuffisance cardiaque après un infarctus par rapport au groupe 1. Et on a validé les résultats dans REV2, même si l'incidence est plus faible. Mais comme vous voyez ici, on est à 9 ans contre ici à 12 ans. Donc, on a bien validé la performance de ce groupe 2, donc avec l'expression des protéines, pour un risque significativement plus élevé d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, la conclusion sur la recherche de biomarqueurs, donc vous voyez qu'on a utilisé 2 études cliniques qui ont été coordonnées par Christophe Botters, donc une cohorte de découverte, donc dérivation en anglais, une cohorte de validation. On a fait un criblage protéomique à haut débit. On a ensuite fait des analyses statistiques. Et on a vu on a identifié à partir des 50 protéines qui étaient sélectionnées pour être associées à la survie ou l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, 2 clusters de patients qui étaient associés à la survie ou au décès des patients. Donc ensuite, vous avez quand même 50 protéines. Donc moi, en tant que chercheur, je vais essayer de comprendre le rôle de ces protéines.
de ces biomarqueurs qui sont associés aux 2 clusters de patients, en sachant que c'est un petit peu compliqué de pouvoir travailler sur 50 protéines en même temps. Donc, on a essayé de voir si on pouvait identifier des voies de signalisation qui seraient communes à ces protéines, qui pourraient nous dire ben, ces protéines conduisent à telle voie de signalisation. Et pour ça, on a utilisé des outils informatiques qu'on appelle analyse en biologie des systèmes, qui sont, je dirais, de la mini-intelligence artificielle, donc avec un logiciel qui vient des États-Unis et qui coûte très cher chaque année, qui s'appelle Ingenuity Pathway Analysis. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous voyez que ça nous permet d'identifier des réseaux. Donc là, vous avez en rouge et en vert les protéines pour lesquelles on avait une différence d'expression entre les patients qui développaient une insuffisance cardiaque et les patients qui n'avaient pas cette évolution délétère. Et vous voyez une représentation juste d'un des réseaux. Et donc, j'ai représenté ici en rouge l'expression qui est plus élevée et en vert l'expression plus faible. Et vous voyez que dans ce réseau, donc, qui explique un peu les signalisations et l'interaction entre les cellules dans le cœur, vous voyez qu'il y a le BNP, mais que le BNP n'est pas central dans l'expression pour expliquer l'association de ces 50 protéines. Donc, vous voyez qu'on a essayé de faire ce qu'on appelle un entonnoir, puisqu'en fait, quand on a trop de données, on ne sait pas les utiliser. Donc, on a essayé de trouver les protéines qui étaient les plus pertinentes et qui nous permettaient de modéliser et les risques d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et la survie des patients de l'étude REV1 et qu'on a validé dans l'étude REV2. Alors, je voulais juste vous rajouter quelques diapositives. Donc, ça, vous avez le côté où on analyse les échantillons qui proviennent du patient. Et après, nous, on développe des modèles qui nous permettent de comprendre comment ces molécules vont être impliquées dans le développement de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez, au laboratoire, on sait cultiver des cellules du cœur. Donc, la cellule du cœur principale est un cardiomyocyte. Donc, vous voyez avec une image en utilisant un microscope confocal, on est capable de voir les réseaux d'actine et myosine dans la cellule. Et donc, on peut étudier l'impact d'une modification d'expression d'une protéine sur le cœur et sur les cardiomyocytes. Et on est capable sur ces cellules de les faire s'hypertrophier. Donc, comme la dilatation qu'il y a dans le cœur, qu'on appelle remodelage, et on sait que cette hypertrophie va diminuer la contractilité des cardiomyocytes, puisque ces cultures, on est capable de voir le battement des cellules. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on sait analyser les composants qui sont à l'intérieur de cette cellule, le cardiomyocyte. Et donc, je vous ai mis, donc, il y a ce qu'on appelle plein d'organelles. Donc là, vous avez toujours classiquement le noyau de la cellule, l'appareil de Golgi qui va intervenir sur la synthèse des protéines. Mais vous voyez, j'ai mis en rouge ce petit organe qu'on appelle la mitochondrie, puisque en fait, c'est un organelle qui va intervenir dans la respiration de la cellule. Et on sait que c'est une des fonctions très importantes pour que la cellule ait un comportement qui va lui permettre de respirer, de se contracter. Et donc là, vous voyez, on est capable, en utilisant, en descendant encore à la plus petite échelle, puisqu'on a utilisé la microscopie électronique, vous voyez, on a été regarder le profil de nos mitochondries dans les cardiomyocytes. Alors, soit ce qu'on a appelé, c'est des cardiomyocytes contrôle, donc normal, soit des cardiomyocytes qu'on avait traités avec de l'isoprotéine protérénol, donc qui est un agent qui va hypertrophier, donc dilater les cardiomyocytes. Et vous voyez que le fait d'hypertrophier donc les cardiomyocytes va diminuer le nombre de mitochondries, va aussi élargir la taille des mitochondries.
Donc, on voit que l'effet, donc Christophe Botters vous l'a montré au niveau du cœur, on le voit au niveau de la cellule principale du cœur qui sont les cardiomyocytes, et on le voit ensuite au niveau d'un organelle qui est dans les cardiomyocytes, la mitochondrie. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop compliqué. Et juste pour finir, donc c'est une diapositive, une photo qui a été prise l'an dernier par le photographe de l'Institut Pasteur. On était encore dans une période où tout le monde avait un masque pour travailler au laboratoire. Donc, pour ce type d'études, donc vous voyez, il y a l'équipe qui travaille dans les locaux de l'Institut Pasteur. Vous avez les cardiologues au CHRU de Lille avec Christophe Botters qui vous a fait la présentation. Et on travaille aussi en collaboration avec l'INRIA pour tout ce qui est analyse statistique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Christophe Botters et docteur Florence Pinet pour cette présentation. On a invité les participants tout au long de la conférence à poser leurs questions. Apparemment, vos exposés devaient être très clairs parce qu'on n'a pas de questions en particulier. Voilà, j'ai invité aussi les personnes à les poser directement, mais on en a une. Alors, comme patient lambda, comment savoir si je suis à risque d'insuffisance? Christophe. Alors, oui, peut-être plus la partie clinique. Je pense que ça s'applique à… La question se pose à deux niveaux. Soit c'est pour quelqu'un qui n'a jamais fait de problème de cœur, et auquel cas, il faut voir les facteurs de risque d'insuffisance cardiaque. Soit c'est quelqu'un qui a déjà fait un infarctus. C'est peut-être plus dans le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, c'est surtout la taille de l'infarctus qui compte et sa prise en charge. C'est-à-dire, si on est pris en charge avec un certain délai, parce que ça arrive, quelqu'un qui aurait quelques heures d'attente avant de chercher à se rapprocher, à appeler le SAMU, etc. Ça peut entraîner donc des retards à la prise en charge qui sont souvent associés à des gros infarctus, et ce sont les infarctus les plus associés au risque d'insuffisance cardiaque. De manière générale, il y a des facteurs de risque qui jouent sur le risque d'insuffisance cardiaque, que ce soit après un infarctus ou aussi sans avoir fait d'infarctus avant. Ce sont des facteurs de risque comme le diabète, par exemple, l'hypertension artérielle, des choses bien connues et que l'on doit traiter pour limiter le risque. Très bien. On a une deuxième question. Est-ce que cela va déboucher sur des traitements pour éviter l'hypertrophie des mitochondries? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Nous, on a commencé à tester, à voir si on voyait l'effet d'agents pharmacologiques sur les mitochondries. Et de manière surprenante, donc on a testé des antioxydants, puisque normalement, c'est censé améliorer le cardiomyocyte. Donc, on a bien vu qu'on diminuait l'hypertrophie des cardiomyocytes avec un antioxydant, on diminuait la quantité de stress oxydant, et en analysant les mitochondries, on s'est rendu compte que ça avait un effet délétère sur les mitochondries. Et donc, c'est pour ça que c'est un antioxydant qui n'avait pas montré d'effet positif dans des grandes études cliniques. Et on a compris que ça venait aussi du fait que l'effet qui semblait globalement bénéfique sur le cardiomyocyte ne l'était pas du tout au niveau de la mitochondrie. Donc, en fait, ce qu'on est en train de développer, c'est de pouvoir analyser de manière plus simple, entre guillemets en routine, les mitochondries pour permettre d'identifier des traitements qui ne seraient pas seulement bénéfiques au niveau de la cellule, mais aussi au niveau de la mitochondrie. En sachant que la mitochondrie, c'est tout petit.
et que donc on utilise, je pense que dans les documents, on avait mis comment fonctionnait un petit peu un cytomètre de flux qui nous permet d'analyser le comportement des mitochondries. Mais justement, nos recherches ont conduit à se rendre compte qu'il ne fallait pas seulement regarder au niveau de la cellule, mais aller regarder au niveau de ces petits organelles. Merci beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Ce que j'invite aussi à faire pour l'ensemble des participants et ceux même qui n'ont pas pu nous rejoindre, en fait, vous aurez le replay de cette conférence sur notre chaîne YouTube et vous pouvez également découvrir un dossier sur les maladies cardiovasculaires et sur les recherches autour de l'insuffisance cardiaque sur le site de Pasteur-Lille.fr. Vous pouvez suivre toute notre actualité aussi sur les réseaux sociaux, ce qui vous permettra justement de voir et de découvrir les différentes avancées des différentes équipes de recherche, que ce soit sur les maladies cardiovasculaires ou autres, et les liens aussi entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, ou en tout cas l'application clinique. Notre prochaine conférence sera sur la lutte contre la maladie d'Alzheimer en septembre. Voilà, je vous remercie beaucoup, professeur Christophe Botters, pour votre intervention et également docteur Florence Pinet. Et je souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.